Imaginez cet instant dans tous ses détails. Cela ne se passe pas en hiver quand la ville est emmitouflée dans des doudounes grises qui transforment les gens en silhouettes informes. Cela se passe au cœur même du pic de l'été, quand la mégalopole fond sous le soleil, que l'asphalte devient mou, que l'air tremble au-dessus des routes en déformant la perspective, et que les climatiseurs dans les bureaux, comme dans les voitures, tournent à la limite essayant de créer des îlots de fraîcheur dans cet océan de chaleur. Vous êtes au centre de cette fourmilière. Peut-être êtes-vous assis à la terrasse d'un café d'été, remuant paresseusement des glaçons dans un verre embué de limonade ou de café froid. Le bruit de la ville, les klaxons, des bribes de conversation, le claquement des talons, tout se fond en un bourdonnement monotone. Vous êtes détendu. Votre regard, tel un radar en mode veille, glisse paresseusement sur le flux des passants. C'est l'habitude de tout homme de scanner l'espace. Nous le faisons inconsciemment. C'est cousu dans notre sous-cortex par des millions d'années d'évolution. Des centaines de femmes passent des étudiantes avec des sacs à dos des femmes d'affaires, avec un téléphone collé à l'oreille des touristes avec des cartes. Votre regard les capte, les évalue en une fraction de seconde, puis les relâche. C'est un bruit de fond. L'œil se lasse. Vous voyez les vêtements, les marques, les coiffures, le maquillage, mais vous ne voyez pas l'essentiel jusqu'à ce qu'elle apparaisse. À cette seconde, quelque chose change. Vous ne comprenez même pas immédiatement quoi. D'abord, la vision périphérique se déclenche et envoie un signal d'alarme au cerveau. Attention, l'objet ne correspond pas au standard. Vous tournez la tête, vous faites le point. Chez elle, il n'y a rien de criard. Elle ne porte ni couleur néon, ni décolleté vulgaire jusqu'au nombril. Très probablement, elle porte une simple robe d'été. Peut-être est-ce une viscose fluide, une soie fraîche, ou un coton fin presque sans poids, mais votre regard, le regard affûté d'un homme expérimenté, repère une anomalie. Le tissu ne se comporte pas comme d'habitude. D'ordinaire, le tissu d'un vêtement a une structure rigide. Nous avons l'habitude de voir des lignes nettes de bretelles sur les épaules, l'habitude de voir le relief caractéristique des attaches dans le dos, l'habitude de cette forme de poitrine artificiellement parfaite que créent la mousse et les armatures. Nous sommes habitués à cette armure que portent les femmes de la moderne. Mais ici, il n'y a pas d'armure. Le tissu de la robe vit sa propre vie. Il glisse librement comme de l'eau. Il réagit à chaque souffle de vent se collant au corps un instant, puis se retirant aussitôt. Il dessine des courbes naturelles vivantes, avec une franchise effrayante, presque hypnotique. Vous voyez le mouvement des muscles. Vous voyez le corps respirer, et à cet instant, une prise de conscience vous transperce comme une décharge électrique. Là, sous cette couche mince et traîtresse de matière, il n'y a rien, absolument rien. Pas de dentelle, pas d'élastique qui entaille la peau, pas de synthétique créant un effet de serre. Rien qu'un corps pur, vivant, chaud, séparé de votre regard par un millimètre de tissu. Que se passe-t-il dans votre tête à cette seconde? Soyons honnêtes, la biologie s'allume. Le cerveau archaïque, celui-là même qui chez nos ancêtres répondait à la chasse et à la reproduction, libère instantanément un cocktail d'hormones. Les pupilles se dilatent pour capter plus d'informations visuelles. Le pouls s'accélère légèrement. La logique cherche une explication. La première pensée qui vient à la plupart des hommes est banalement grinçante et dictée par notre rationalité. Elle a juste trop chaud. Nous nous disons, bien sûr dehors il fait plus 30, l'humidité est élevée. Elle veut simplement se sentir plus à l'aise. Elle est probablement sortie faire une course ou se promener et a décidé de ne pas mettre une couche de vêtements en plus. Ou bien le cerveau propose une autre variante encore plus prosaïque, peut-être a-t-elle oublié de laver son linge, ou elle était pressée, ou c'est une sorte de nouveau tissu que je ne connais tout simplement pas. Nous nous accrochons à ces explications comme un noyé à une paille. Pourquoi? Parce que c'est plus sûr, plus calme pour notre raison masculine. Si nous expliquons cela par le confort ou par le hasard, nous n'aurons pas à réagir. Nous n'aurons pas à le percevoir comme un défi. Nous pouvons simplement regarder sourire et revenir à notre café. Nous gardons le contrôle de la situation, mais laissez-moi briser cette illusion confortable tout de suite. Oubliez le mot hasard. Dans le monde de la garde-robe féminine, le hasard n'existe pas. Surtout quand il s'agit de ce qui est porté ou non sous une robe. Nous vivons au XXIe siècle. Les technologies de lingerie sont allées dans l'espace. Il existe des modèles sans couture invisibles sous les vêtements. Il existe des matières respirantes plus légères que l'air. Il existe des caches en silicone qui masquent tout ce qu'il faut
sans créer d'inconfort. L'industrie de la mode a dépensé des milliards de dollars pour que la lingerie soit confortable pour la femme. Donc, quand une femme moderne ayant accès à tous ces bénéfices de la civilisation prend consciemment la décision d'y renoncer complètement, ce n'est jamais une question de juste trop chaud. C'est toujours une décision avec un grand D et le plus souvent un manifeste. Creusons plus profond là où les gens ordinaires ont peur de regarder. Rappelez-vous ce que disaient les pères de la psychanalyse Sigmund Freud, Carl Jung. Tous se rejoignaient sur un point. Notre civilisation, notre culture, toute notre société est construite sur la répression des instincts animaux fondamentaux. Nous avons inventé la fourchette et le couteau pour ne pas déchirer la viande avec les mains. Nous avons inventé le mariage pour organiser la reproduction. Et nous avons inventé les vêtements. Les vêtements, ce n'est pas seulement une protection contre le froid et le vent. C'est un contrat social d'une puissance énorme. C'est une barrière visuelle qui sépare notre culture de notre nature. Le soutien-gorge dans ce système de symboles joue un rôle clé. C'est une cage. Belle en dentelle chère, mais une cage. Il rassemble, il remonte, il façonne. Il rend le corps féminin socialement acceptable, suremballé dans une forme standard. Et voilà devant vous une femme qui a retiré cette barrière. Elle a rompu l'accord tacite. Elle a refusé de s'emballer. Elle a retiré la dernière couche la plus intime de protection entre sa nature animale et l'espace public. Elle est sortie dans la rue nue, à peine couverte par une convention, une robe. Vous comprenez la puissance de ce signal. Il ne frappe pas la logique, il frappe directement le sous-cortex. Il brouille nos réglages reptiliens les plus anciens. Nous voyons une femelle non protégée et notre prédateur intérieur relève instantanément la tête. Mais voici le piège fatal principal. Le piège dans lequel tombent 9 hommes sur 10, des jeunes garçons aux vétérans aux cheveux gris. Vous voyez cette absence de lingerie. Vous le lisez comme un signal. Votre sang monte à la tête, et pas seulement. Et vous faites une erreur d'interprétation. Vous pensez que c'est pour vous. Vous pensez qu'elle veut du sexe, qu'elle cherche des aventures, qu'elle est disponible. Sinon, pourquoi marcher ainsi? Vous le prenez comme un feu vert, comme une invitation ouverte à l'action, faire connaissance, flirter, se rapprocher vite. Et c'est une erreur monumentale. Une erreur qui peut vous coûter votre réputation. Une erreur qui peut mener à une humiliation publique. Une erreur qui peut vous transformer d'un homme sûr de lui en idiot lubrique aux yeux des autres. Pourquoi? Parce que dans 90% des cas, ce signal ne vous est pas adressé. Il peut lui être adressé à elle-même. Il peut être adressé à la société dans son ensemble. Il peut être adressé à d'autres femmes. Ou pire et plus dangereux encore, c'est un appât rusé et prémédité, et en l'avalant, vous vous retrouverez en victime, pas en chasseur. Vous pensez voir une proie facile, mais en réalité, vous êtes la souris hypnotisée qui regarde le fromage sans remarquer le ressort du piège au-dessus de sa tête. Nous devons nous arrêter et expirer. Nous devons couper les hormones et allumer le cerveau. Aujourd'hui, nous ne sommes pas ici pour simplement discuter des charmes féminins. Nous sommes ici pour mener une véritable enquête. Nous prendrons le scalpel froid de la logique masculine du cynisme et de l'observation. Nous ouvrirons ce phénomène couche par couche. Nous ne nous contenterons pas d'explications superficielles. Nous analyserons 3 archétypes fondamentaux de femmes qui ont choisi cette nouvelle nudité. 3 psychotypes absolument différents, 3 motivations différentes, 3 univers différents. Vous apprendrez à distinguer la protestation politique de la féministe, du plaisir animal sincère de l'hédoniste. Vous apprendrez à voir la différence entre celle qui fait la guerre au patriarcat et celle qui fait l'amour avec le monde. Mais je dois vous prévenir, et ce n'est pas un coup marketing, tout ce dont nous parlerons au début n'est qu'un échauffement. C'est la maternelle de la psychologie masculine. Les 2 premiers types que nous allons rencontrer, la rebelle et l'hédoniste, sont compréhensibles, prévisibles. Si vous avez les clés de leur psychologie, vous les lirez comme un livre ouvert. On peut s'en sortir avec elles, on peut jouer avec elles. Mais il existe un 3e type. Rare, dangereux, caché, celui pour lequel peut-être vous avez commencé à étudier ce matériau. Nous l'appelons la chasseuse. Elle ne cherche pas la liberté comme la première. Elle ne cherche pas le confort comme la seconde. Elle vous cherche, vous. Elle cherche votre vulnérabilité. Elle se nourrit de votre attention et de votre désarroi. Et si vous vous détendez avec les 2 premiers types et la confondez avec quelqu'un d'autre, la partie sera perdue avant même de commencer. Elle vous dévorera
et vous recrachera sans même s'en rendre compte. C'est pourquoi je vous le demande, soyez attentifs. Les détails comptent, les nuances dessinent de tout d'un regard de travers, une phrase mal placée, et vous avez raté le test. Mais avant de plonger dans cette analyse profonde, avant de commencer à disséquer la psychologie féminine, j'ai une simple demande d'homme. Mettez un like à ce contenu tout de suite en avance. Ce n'est pas pour les algorithmes ni pour la vanité. C'est un signe que nous sommes sur la même longueur d'onde, que vous êtes prêts à discuter de sujets adultes, honnêtement sans pudibonderie, mais sans saleté non plus. Que vous appréciez une approche analytique. Et si vous êtes ici pour la première fois, abonnez-vous à notre chaîne, parce que l'analyse du troisième type de cette prédatrice qui nous attend à la fin, c'est un savoir qu'il vaut mieux avoir et ne pas utiliser, plutôt que d'en avoir besoin dans un moment critique et de ne pas l'avoir. Prêt? Alors nous commençons. Premier type, le plus bruyant et le plus trompeur. Type numéro 1, révolte contre le système. Commençons notre immersion avec le type qui ces dernières années a conquis les mégapoles. C'est un phénomène que l'on peut rencontrer dans n'importe quelle capitale du monde, de Moscou à New York. Vous les avez sûrement vus. Ce sont des femmes qui ont transformé leur apparence en mégaphone. Nous appelons ce type la rebelle. Et si vous n'apprenez pas à lire leur code au premier regard, vous êtes condamné à des coups douloureux et constants portés à votre ego. Pour comprendre à qui nous avons affaire, transportons-nous dans son environnement typique. Imaginez un espace d'art branché, une exposition d'art contemporain, un coworking façon loft ou un bar bruyant où se rassemble l'intelligentsia créative. Vous entrez, vous prenez un verre et vous commencez à scanner la salle et votre regard tombe inévitablement sur elle. Elle se distingue de la foule non pas parce qu'elle cherche à plaire, mais parce que tout chez elle montre à quel point votre approbation lui est indifférente. Son image est souvent tissée de contradictions. C'est ce que les stylistes appellent l'éclectisme, mais chez elle, c'est une peinture de guerre. Imaginez de lourdes bottes militaires grossières sur une semelle épaisse qui parle de force et de stabilité, et au-dessus une robe combinaison légère, presque sans poids sur de fines bretelles, ou bien un jean large, taille haute, avec une veste d'homme, oversize, portée à même la peau. Cette veste est son bouclier et son arme. À chaque geste brusque, quand elle attrape son verre ou gesticule émotionnellement dans un débat, les pans de la veste s'ouvrent un peu plus que ne le prescrit l'étiquette. À cet instant, vous le voyez. Vous voyez l'absence de lingerie. Vous voyez comment le tissu épouse la poitrine non serrée par des armatures, non relevée par un push-up non caché, par des couches de mousse. Elle est naturelle, elle est vivante. Et votre cerveau d'homme habitué aux signaux standards produit immédiatement une interprétation erronée. Il vous semble qu'une telle audace vestimentaire est une allusion directe à une audace au lit. Il vous semble qu'elle cherche des aventures ici, et maintenant, la chimie vous monte à la tête. Vous pensez, si elle viole si facilement les règles du dress code, alors elle viole aussi facilement d'autres interdits. Vous prenez votre courage, vous allez vers elle. Vous mettez votre charme à pleine puissance, vous préparez votre meilleur compliment éprouvé. Vous suggérez à quel point elle a l'air audacieuse ou vous faites un commentaire à double sens sur sa silhouette en attendant des sourires complices. Et là, c'est la catastrophe. Vous vous heurtez à un mur. Ce n'est pas un simple refus. C'est un mur de mépris glacé annihilant. Au mieux, elle vous regardera comme du vide, comme un insecte agaçant qui l'empêche de penser. Au pire, vous recevrez une réplique dure et acide qui vous fera vous sentir comme un homme des cavernes entré par hasard dans une bibliothèque. Que s'est-il passé? Pourquoi votre logique a-t-elle déraillé? Parce que vous avez rencontré une rebelle et vous avez commis une erreur fatale, lui parler dans la langue de la séduction. Vous n'avez pas compris l'essentiel. Sa nudité n'est pas un appel, c'est une guerre. Décryptons sa psychologie pour que vous ne tombiez plus jamais dans ce piège. La psychologie de la rebelle repose sur un rejet total des normes patriarcales. Pour elle, renoncer à la lingerie est un acte politique. Dans sa vision du monde, le soutien-gorge n'est pas qu'un vêtement. C'est le symbole d'une oppression multiséculaire. Une construction inventée par les hommes pour les femmes afin d'ajuster leur corps à leurs standards de beauté, pour rendre la poitrine plus haute, plus ronde, plus appétissante, pour faire de la femme une marchandise. Quand elle l'enlève, elle ne cherche pas à être plus sexy pour vous. Elle dit au monde « Mon corps n'appartient qu'à moi. Il est tel qu'il est. Il obéit aux lois de la gravité et de la nature, pas aux lois des magazines glacés et des attentes masculines. » C'est une nuance crucialement importante. Sa nudité est un manifeste de liberté.
Elle veut que vous y voyiez de la force. Elle veut que vous y voyiez de l'indépendance. Elle veut que vous respectiez son courage d'être vrai. Mais elle ne veut catégoriquement, violemment pas que vous la voyiez comme un objet sexuel. C'est un paradoxe qui fait exploser le cerveau masculin et nous fait nous tromper encore et encore. Elle fait tout pour que son corps soit au maximum visible, mais elle vous interdit d'y réagir comme un homme. Comme si elle posait devant vous un panneau invisible. Regarde mais n'ose pas désirer. Pense mais n'ose pas fantasmer. Comment reconnaître sans erreur une rebelle dans la foule avant de commettre une faute? Observez son comportement, sa communication non verbale. Elle occupe l'espace. Elle ne se tasse pas dans un coin. Elle se comporte souvent de façon soulignée sûre d'elle, parfois même agressive masculine. Regardez comment elle se tient, comment elle s'assoit. Elle peut s'asseoir les jambes écartées ou en croisant la jambe sur l'autre d'une manière provocante. Dans une conversation, elle provoquera toujours. Elle parlera fort de sujets sociaux brûlants, les droits, la politique, l'injustice. Elle n'a pas peur du conflit, elle le cherche. Et surtout, le test du regard. Si vous regardez une femme ordinaire trop ouvertement, elle se gênera, réajustera ses vêtements, se couvrira avec son sac ou détournera les yeux. La rebelle fera l'inverse. En remarquant votre regard évaluateur sur sa poitrine, elle ne rougira pas. Elle redressera démonstrativement les épaules, exposant sa liberté encore davantage. Elle vous regardera droit dans les yeux d'un regard lourd, fixe, évaluateur. Dans ce regard, vous lirez non pas le mien, mais une question assourdissante. Alors es-tu capable de voir en moi une personnalité, un être humain, un intellect, ou n'es-tu qu'un mâle primitif, de plus gouverné par ses hormones, incapable de regarder plus haut que le décolleté? L'erreur principale de l'homme avec ce type, c'est de vouloir jouer le héros amoureux classique. Tout compliment, même le plus subtil et raffiné sur son apparence, sera perçu comme une insulte. Des phrases comme « tu es incroyable » ou « cette robe te va très bien » sonnent pour elle comme « je t'évalue comme un morceau de viande ». Dans son vocabulaire, le mot « audacieux » signifie un défi au système et vous en complimentant, vous réduisez ce défi à une vulgarité banale. Vous entrez instantanément dans la catégorie des ennemis. Vous devenez l'incarnation même du patriarcat contre lequel elle mène sa guerre sacrée. Alors un homme a-t-il une chance à côté d'une telle femme? Peut-on l'intéresser ou est-ce peine perdue? Sans aucun doute, il y a une chance. Et l'ironie, c'est que les clés de sa chambre sont aussi loin que possible des conversations sur la chambre. Pour forcer la défense de la rebelle, vous devez appliquer une stratégie que j'appelle l'ignorance intellectuelle. Votre tâche est de faire preuve d'un contrôle de soi de très haut niveau. Vous devez totalement, absolument ignorer le fait qu'elle n'a pas de lingerie. Comportez-vous comme si elle portait un col roulé hermétique ou une tenue de moniale. Regardez seulement ses yeux, strictement les pupilles. Si sa forme apparaît clairement à travers un tissu fin, littéralement à 10 cm de votre visage, ne laissez même pas votre regard trembler dans cette direction. Pas une seconde, pas une demi-seconde. C'est difficile. Les instincts crieront exigeants de regarder, mais vous devez les écraser par la volonté. Faites basculer toute votre communication dans le plan de l'intellect pur. Discutez, ne soyez pas d'accord. Critiquez ses idées, attaquez sa logique, ses arguments, sa philosophie, mais ne touchez jamais à son apparence. La rebelle est habituée à ce que les hommes voient en elle un corps. Elle est habituée à ce que les hommes se perdent en la voyant et commencent à ramper. Quand vous voyez en elle un cerveau, quand vous démontez durement mais respectueusement ses arguments dans un débat, vous brisez son schéma. Vous devenez le seul homme dans la pièce qui ne joue pas selon ses règles, mais propose son propre jeu, un jeu d'esprit. Pour elle, cela devient un défi. Elle commence à penser « pourquoi ne regarde-t-il pas? Est-ce que je ne lui plais pas comme femme? Ou est-il si sûr de lui, si autosuffisant, que ses tours visuels bon marché ne l'affectent pas ?» C'est précisément à ce moment, à travers l'affrontement intellectuel, à travers les étincelles du débat, que naît chez elle une attraction profonde et réelle pour vous. Mais souvenez-vous, cette attraction est pour votre force d'esprit, votre intellect et votre maîtrise de vous-même. Il suffit que vous vous relâchiez une fois, que vous glissiez une fois vers une allusion vulgaire ou un regard collant, et la magie se brisera instantanément. Vous redeviendrez un homme comme un autre, un de la foule qu'elle méprise. Et maintenant, avant de passer au type suivant, je veux vous poser une question qui nous aidera à mieux comprendre l'ampleur de ce phénomène. Rappelez-vous votre expérience.
Avez-vous rencontré des femmes dont l'apparence criait littéralement la liberté et l'absence d'interdit, mais dont le regard disait « dur n'approche pas ». Êtes-vous tombé dans ce piège en prenant leur révolte politique pour une invitation au flirt? Écrivez en commentaire brièvement « Oui, c'est arrivé ou non, Dieu m'a épargné ». Il est très important pour moi de voir une statistique réelle pour comprendre à quel point nous les hommes prenons nos désirs pour la réalité. Nous avons analysé le premier type. Il est bruyant, visible, éclatant. Mais pour être honnête, une relation avec une rebelle est assez épuisante. C'est une lutte permanente, une marche sur un champ de mines où il faut surveiller chaque mot. Mais il existe des femmes qui ont renoncé à la lingerie pour une raison totalement différente. Là, il n'y a pas de politique, pas de lutte contre le système, pas d'agression. Il n'y a qu'un plaisir animal infini visqueux qu'elles reçoivent à chaque seconde de leur existence. Et observer cela est en soi une forme d'art à part entière, accessible seulement aux élus. Des femmes qui ont transformé leur vie en culte des sensations, nous allons en parler maintenant. Deuxième type, le culte des sensations. Si la rebelle est un feu qui brûle et exige de la distance, alors le deuxième type de femme est l'eau, une eau profonde, chaude, sombre, dans laquelle il est si facile de se noyer si l'on ne sait pas nager ou si l'on perd sa vigilance. Nous appelons ce type l'hédoniste, et la rencontre avec elle est une épreuve d'un tout autre ordre, qui exige de l'homme non pas une armure, mais la sensibilité d'un sismographe. Vous ne la remarquerez jamais dans la précipitation. Elle ne court pas après un métro qui part et ne bouscule pas dans les fils. Son milieu naturel, c'est la zone de confort. Très probablement, vous la verrez sur la terrasse d'un restaurant cher. À cette heure dorée, juste avant le coucher du soleil, quand le soleil colore la ville de tons doux mielés. Ou bien elle marchera lentement le long d'une promenade, regardant l'eau avec une expression de calme absolu, presque inquiétant sur le visage. Il n'y a pas d'agitation en elle, pas d'anxiété. Elle se meut dans son propre rythme ralenti, comme si elle vivait dans un temps un peu plus dense que tous les autres. Regardez ses vêtements. C'est toujours un chef-d'œuvre tactile. L'hédoniste ne mettra jamais une synthétique grossière ou un jean rigide. Elle choisit des matières qui caressent moins la peau. C'est toujours une soie naturelle lourde, fluide. C'est un cachemire d'une douceur extrême qui se sent comme une étreinte ou un lin noble et frais. Elle choisit ses vêtements non pour couvrir la nudité et non pour se décorer pour vous. Elle choisit le tissu comme un partenaire avec lequel sa peau interagira toute la journée. Quand vous regardez l'hédoniste, vous sentez une dissonance étrange, fascinante. Elle est sans lingerie et c'est évident pour quiconque a des yeux. Le tissu de la robe coule sur son corps, répétant chaque mouvement, chaque courbe, chaque réaction de la peau à un léger souffle de vent. Vous voyez le contour de la poitrine. Vous voyez la ligne douce de la hanche. Mais il n'y a pas de défi comme chez la rebelle. Il n'y a pas d'agression ni de sous-texte politique. Il n'y a qu'une jouissance infinie, autosuffisante, presque narcotique d'elle-même et de l'instant. Décryptons sa psychologie car c'est précisément là que la plupart des hommes commettent une erreur fatale de navigation. La psychologie de l'hédoniste est simple et complexe à la fois. Sa philosophie de vie tient en une phrase « Je fais cela exclusivement de la seba ». Pour elle, renoncer à la lingerie est une manière d'intensifier ses propres sensations de la vie, de tourner le volume des sentiments au maximum. Elle vit par la peau. La peau est son principal organe de perception du monde. Elle aime sentir la soie fraîche glisser sur un corps chauffé. Elle aime sentir l'ourlet de la robe chatouiller les jambes en marchant. Elle aime l'air chaud qui souffle librement sur les zones les plus intimes, offrant une sensation de liberté absolue et de fraîcheur. Les psychologues appellent cela l'auto-érotisme. Ne confondez pas cela avec le narcissisme. C'est un état où une femme se trouve dans un dialogue sensuel constant et ininterrompu avec son propre corps et le monde environnant. Elle est son propre amant. Elle n'a besoin de personne d'autre pour se sentir désirée et vivante. Elle prend plaisir à chaque inspiration, à chaque gorgée, à chaque contact du tissu. Observez-la sans attirer l'attention. Regardez comment elle se comporte à table. Elle fera lentement tourner pensivement la fine tige d'un verre de vin, savourant la fraîcheur du verre embué du bout des doigts. Elle peut fermer les yeux, offrir son visage au soleil couchant et rester immobile une minute, absorbant la chaleur avec chaque cellule. Elle bouge de façon fluide féline, passant d'une posture à l'autre sans à-coups.
Dans ces mouvements, il n'y a pas d'angle parce que l'angularité et la tension tuent le plaisir. Elle est détendue, elle coule. Et c'est ici, précisément à ce point, que se referme le piège pour la conscience masculine. Vous voyez une femme qui littéralement irradie de sensualité. Vous voyez comment elle jouit de son corps, comment elle se baigne dans ses sensations. Et votre cerveau masculin réglé sur la recherche d'un partenaire commet une erreur logique. Vous pensez si elle montre si ouvertement sa sensualité, alors elle veut du sexe, alors il lui manque un homme, alors elle cherche un partenaire pour partager cette fête du corps. Vous percevez son état comme un mode recherche. Porté par cette illusion, vous vous approchez d'elle avec l'assurance d'un conquérant. Vous envahissez son espace. Vous commencez la conversation, peut-être même faites-vous un compliment sur ses formes, en vous attendant à ce qu'elle s'épanouisse sous votre attention comme une fleur sous la pluie. Vous attendez qu'elle vous évalue, qu'elle entre dans votre jeu, qu'elle veuille transférer ce plaisir dans un plan horizontal avec votre participation. Mais au lieu de la passion, au lieu de l'intérêt, vous rencontrez une indifférence polie douce, mais absolument infranchissable. Elle vous regarde comme à travers une brume ou comme on regarde une télévision sans son. Votre apparition pour elle est un événement non désiré. Oh non, c'est une gêne. Vous êtes comme une publicité trop forte qui a interrompu sa chanson préférée. Vous avez brisé sa méditation. Vous avez fait irruption dans son monde de sensations parfaitement construites avec vos intentions grossières et concrètes. Elle ne cherchait pas un spectateur, elle ne cherchait pas un partenaire. Elle est pour elle-même l'actrice, la spectatrice, la réalisatrice et le grand prix. L'erreur la plus terrible de l'homme qui tente de faire connaissance avec une hédoniste, c'est la vulgarité et la précipitation. Toute allusion directe à une disponibilité, toute blague, grasse, tout regard trop avide, déshabillant détruit son atmosphère subtile. Pour elle, un homme qui ne voit en elle qu'une femme sans culotte est un barbare. C'est quelqu'un d'une organisation intérieure basse, incapable d'apprécier la beauté de l'instant, incapable de voir les demi-tons. Elle se fermera instantanément. Un mur de verre descendra entre vous et vous ne reverrez plus jamais la magie qui vous attirait une minute plus tôt. Vous resterez là avec la sensation d'avoir brisé un vase coûteux. Alors comment entrer dans son monde? Guideg a-t-il une porte dans cette forteresse? Comment devenir une partie de cette fête des sensations et non un élément irritant de trop? Le seul chemin vers l'hédoniste passe par ce que j'appelle la résonance sensorielle. Vous devez lui parler, non pas la langue de la logique des faits ou des réalisations, et non pas la langue du flirt primitif. Vous devez parler la langue des sensations. Oubliez les compliments directs sur sa silhouette. C'est trop plat pour elle. Dites ce qui se passe autour. Commentez le milieu dans lequel elle est dissoute. Dites « Quelle soirée étonnante aujourd'hui ! L'air est particulier. Vous sentez cette odeur de mer et de pierre chauffée. » Ou « Je vous regarde boire ce vin. Il doit avoir un bouquet vraiment complexe. » Votre tâche est de montrer que vous aussi vous savez sentir le monde finement, que vous aussi vous avez une peau, que vous aussi vous êtes hédoniste capable de vous arrêter et de savourer l'instant. Vous devez vous accorder à sa vague, ralentir votre métronome intérieur à son rythme. Et si vous voulez faire un pas vers un rapprochement physique, il doit être microscopique et non verbal. Pas question d'attraper les mains ou de tenter de prendre dans les bras. Mais si la situation le permet, par exemple en lui passant un menu, un briquet ou un verre, laissez vos doigts se toucher une fraction de seconde de plus que ce qui est techniquement nécessaire. Un contact à peine perceptible peau contre peau. Cela doit être une décharge électrique qu'elle sentira, mais qu'on ne pourra pas présenter comme un harcèlement. C'est une question dans la langue du corps, tu ressens la même chose que moi. Si après cela, elle n'a pas retiré sa main brusquement, si elle vous a regardé dans les yeux, avec un léger, à peine visible demi-sourire ou des pupilles dilatées, félicitations, vous avez passé le test. Vous êtes admis dans le premier cercle des élus. Vous avez montré qu'avec vous, on peut non seulement parler, mais aussi se taire et sentir. Et pour l'hédoniste, c'est plus important que le statut de votre voiture. Mais même l'hédoniste, avec son amour du plaisir et son monde intérieur complexe, est absolument inoffensive comparé à ce qui nous attend ensuite. Les deux premiers types étaient sincères dans leur manifestation. La rebelle se battait sincèrement pour ses droits. L'hédoniste jouissait sincèrement de la vie. Leur motivation était transparente. On peut les comprendre et les accepter. Mais maintenant, nous approchons d'une zone de turbulence. Nous nous rapprochons de l'analyse du type qui a transformé l'absence de lingerie
en une arme psychologique de haute précision mortelle. Ce sont des femmes qui ne cherchent pas le confort parce que le confort est pour les faibles. Et elles ne cherchent pas la vérité parce que la vérité est ennuyeuse. Elles cherchent le pouvoir sur vous. Et avant de faire ce pas dans l'abîme, je veux m'adresser à ceux d'entre vous qui apprécient une telle profondeur d'analyse. Sur notre chaîne, nous ne faisons pas que regarder les femmes, nous apprenons à comprendre les mécanismes cachés de leur comportement. Nous apprenons à voir la matrice. Si cette approche résonne avec votre expérience de vie, si vous voulez voir non seulement l'enveloppe, mais l'essence, vérifiez dès maintenant si vous êtes abonné à notre chaîne, parce que la section suivante exigera de vous une concentration maximale et peut-être vous fera reconsidérer certains épisodes de votre passé où vous vous croyez chasseur chanceux, mais étiez en réalité du gibier qu'on a acculé. Troisième type, le piège parfait. Maintenant, oubliez tout ce dont nous avons parlé ces 10 dernières minutes. Oubliez les manifestes politiques des féministes et leurs grosses bottes. Oubliez la jouissance innocente de la soie et du vin au coucher du soleil. Effacez ces images de votre mémoire parce qu'elles sont sûres. Nous entrons sur un territoire où la sécurité s'arrête. Nous entrons sur le territoire du prédateur. Le troisième type, c'est la chasseuse. Et c'est la joueuse la plus dangereuse, la plus cynique, la plus habile à la table des relations. Une rencontre avec une chasseuse commence souvent non comme une comédie romantique, mais comme une scène de film d'espionnage tendu. Vous ne comprendrez même pas à quel moment précis vous avez cessé d'être le sujet qui décide pour devenir un objet, une cible. Contrairement à la rebelle, la chasseuse n'a jamais l'air agressive ou repoussante. Contrairement à l'hédoniste, elle n'est pas plongée en elle-même. Elle ne regarde pas le ciel, elle ne regarde pas son verre. Elle est tournée vers l'extérieur. Elle scanne l'espace. Son regard fonctionne comme un radar de guidage. Et si ce radar vous a détecté, si son choix s'est porté sur votre personne, vous le sentirez physiquement. Vous pouvez ressentir une étrange angoisse irrationnelle, mêlée à une excitation soudaine, comme si quelqu'un vous regardait dans la nuque, comme si la température de la pièce avait changé. C'est son mode actif qui s'est enclenché. Disséquons sa philosophie car elle diffère fondamentalement de tout ce que nous avons vu avant. Son credo sonne d'une simplicité effrayante. Je sais que tu regardes et j'aime ça parce que tant que tu regardes, je possède ton esprit. Pour une chasseuse, l'absence de lingerie n'est absolument pas une question de confort. Elle se moque de la chaleur, elle se moque des armatures qui frottent ou des coutures. Pour elle, l'absence de lingerie est un détail soigneusement pensé d'un rôle de scène. C'est un élément tactique. C'est un appât sur un hameçon poli jusqu'à briller. Elle connaît parfaitement l'anatomie du désir masculin. Elle sait comment fonctionne notre physiologie mieux que n'importe quel professeur de biologie. Et elle utilise ses connaissances avec le sang-froid d'un tireur d'élite expérimenté. Elle sait que le cerveau masculin est programmé pour réagir aux stimuli visuels. Elle sait que l'allusion est toujours plus forte que la démonstration directe. Donc elle ne vous montrera jamais tout d'un coup. Elle jouera avec votre imagination en lui donnant des détails à la petite cuillère. Elle est une joueuse avec un grand J, et ici, il est important de comprendre sa véritable motivation pour ne pas se fabriquer d'illusions. Elle n'a pas besoin de sexe au sens physiologique primitif du terme. Le sexe pour elle, c'est trop simple, trop ennuyeux et trop rapide. Elle a besoin de votre réaction, elle a besoin du pouvoir. Elle a besoin de cette sensation enivrante de contrôle absolu quand elle voit un homme adulte, accompli, sûr de lui, propriétaire d'entreprise, dirigeant, père de famille, perdre soudain la parole. Elle a besoin de voir comment vous commencez à vous comporter avec confusion, comme un écolier appelé au tableau. Votre gêne, votre regard errant, qui essaie et n'arrive pas à se détacher de la zone interdite, votre perte de contrôle, sur le fil de la conversation, vos paumes moites. Pour elle, c'est de la nourriture. C'est son carburant, c'est sa drogue personnelle. Elle est un vampire qui se nourrit, non pas de sang, mais de votre assurance masculine, qu'elle détruit d'une inclinaison de buste habilement planifiée. Les psychologues appellent cela l'exhibitionnisme psychologique, mais c'est un exhibitionnisme d'un genre particulier. Un exhibitionniste ordinaire jouit de choquer le public. La chasseuse jouit de créer un secret que seuls vous et elle connaissez. C'est un complot intime. Quand elle vous montre, par hasard, l'absence de lingerie, elle crée un lien invisible entre vous. Comme si elle vous chuchotait dans le cerveau « Je sais que tu l'as vu, et je sais que tu sais que je sais. Nous savons tous les deux, et maintenant tu ne penseras qu'à ça. »
C'est une forme de domination mentale. Pendant que vous tentez frénétiquement de maîtriser vos instincts, pendant que vous essayez de comprendre si vous avez rêvé ou non, elle est calme. Son pouls est à 60 battements par minute. Son visage exprime une légère lassitude ou un intérêt poli. Elle contrôle totalement la situation parce qu'elle a écrit ce scénario et vous n'êtes qu'un acteur qui n'a même pas lu la pièce et ne connaît pas son rôle. Le plus dangereux chez la chasseuse, c'est qu'elle frappe là où ça fait le plus mal notre ego et notre imagination. Elle pénètre votre imaginaire et commence à y faire comme chez elle. Elle vous force à compléter l'image. Elle ne donne qu'un minuscule indice visuel, une ombre, un contour, et votre cerveau intoxiqué au testostérone et à la dopamine dessine le reste en couleurs éclatantes. Et c'est précisément à cet instant, quand l'imagination l'emporte sur la réalité que vous perdez. Vous cessez de voir en elle une personne. Vous cessez d'entendre ce qu'elle dit. Vous devenez un zombie guidé qui va là où on l'attire sans voir l'abîme sous ses pieds. C'est exactement ce qu'elle voulait. Dès que vous perdez le contrôle, dès que vous commencez à plaisanter bêtement, à bégayer, à rougir ou, au contraire, à vous comporter de manière relâchée et vulgaire, pour elle, la partie est finie. Elle a eu sa dose de pouvoir. Elle coche une nouvelle case sur sa liste invisible de victoires et à la même seconde, elle perd tout intérêt pour vous. Vous devenez pour elle une matière consommée, ennuyeuse, prévisible et sûre. Elle peut continuer la soirée avec vous, mais mentalement, elle cherche déjà une nouvelle cible plus complexe, plus résistante. Mais comment fait-elle exactement? À quoi ressemble techniquement ce processus de recrutement et de destruction? Une chasseuse n'agit pas de façon chaotique. Elle a un arsenal de techniques rodées de coups de maître qui fonctionnent à 99% sur les hommes. Ce ne sont pas des mouvements aléatoires. C'est une chorégraphie de séduction affinée par des années de pratique. Et pour survivre à une rencontre avec elle, vous devez connaître ses techniques de visu. Vous devez savoir voir les fils qu'elle tire. Maintenant, nous allons analyser son arsenal tactique. Nous analyserons 3 scénarios classiques d'attaque qu'elle utilise le plus souvent. Soyez attentifs. Il est possible que là maintenant, vous vous souveniez de la façon dont on a utilisé cela contre vous et que vous n'ayez même pas compris ce qui s'est passé. L'arsenal de la prédatrice. 3 scénarios d'attaque. Comment reconnaître une chasseuse avant que le piège ne se referme? Comment distinguer le hasard d'une diversion planifiée? La réponse est simple. Dans le monde de la chasseuse, le hasard n'existe pas. Tout ce que vous voyez est le résultat d'une mise en scène froide. Décryptons 3 techniques classiques, 3 coups signature qu'elle utilise pour briser votre défense. Retenez leur mécanique, car un jour ce savoir sauvera votre système nerveux. La première technique est un classique du genre, vieux comme le monde mais qui marche sans faute. Nous appelons cela l'inclinaison accidentelle. Imaginez la situation. Vous êtes côte à côte peut-être dans le hall d'un bureau ou au comptoir d'un bar. Une conversation ordinaire sans rien de particulier et soudain un petit incident domestique. Elle fait tomber quelque chose, un trousseau de clés, un briquet, un stylo, un téléphone. L'objet tombe au sol avec un son caractéristique. Faites attention à ce qui se passe ensuite. Une femme ordinaire ayant fait tomber un objet essaiera de le ramasser le plus vite possible et discrètement souvent en s'accroupissant pour préserver la décence. La chasseuse agit autrement. D'abord, elle fait une pause, une légère pause presque théâtrale. Elle se fige une seconde pour que ce bruit attire votre attention. Elle doit s'assurer que vous la regardez, que votre regard est focalisé. Et seulement après, elle commence le mouvement. Elle ne s'accroupit pas, elle se penche en avant, jambes tendues. Elle le fait lentement en douceur comme au ralenti. Elle calcule l'angle avec une précision mathématique. Si elle porte une robe au décolleté profond, elle se penchera de façon à ce que la gravité fasse son travail et que le tissu s'éloigne du corps, vous offrant une vue qui coupe le souffle. Si elle porte une jupe courte, elle se penchera de façon à ce que l'ourlet monte exactement à cette hauteur critique où la descente s'arrête et où la provocation commence. Elle sait que vous êtes derrière ou sur le côté. Elle comprend parfaitement quel panorama s'ouvre à vos yeux. Elle sait qu'à ce moment, le tissu se tendra et montrera l'absence de lingerie, mais ne montrera rien d'excessif qui permettrait de l'accuser directement d'indécence. C'est un équilibre sur le fil du rasoir. C'est l'art de l'allusion. Et pendant que vous, oubliant de respirer, attrapez avidement cet instant, essayant de discerner les détails, elle commence à se redresser. Et à cet instant, elle vous lance un regard rapide, aigu, perçant. Elle vérifie,
Tu as vu, je t'ai accroché, tu es tombé. Si vos yeux sont écarquillés et que votre bouche est entrouverte, vous avez perdu le premier round. La deuxième technique est plus subtile. Elle exige un certain éclairage et une compréhension de l'espace. Nous appelons cela le jeu de la lumière ou la radiographie. La chasseuse sent magnifiquement l'espace où elle se trouve. En entrant dans une pièce, elle scanne d'abord les sources de lumière. Si vous êtes dans une salle avec une fenêtre très lumineuse, un jour ensoleillé, ou dans un club avec des projecteurs puissants, soyez sûr qu'elle utilisera cela contre vous. À un moment de la conversation, elle se déplacera par hasard. Elle se mettra de sorte à être strictement entre vous et la source de lumière vive. Elle vous cachera le soleil. En photographie, cela s'appelle le contre-jour. Que se passe-t-il alors? La lumière frappe son dos et sa robe, qui une minute plus tôt semblait dense et opaque, se transforme soudain en écran. Elle devient semi-transparente, presque invisible. L'effet est saisissant. Vous voyez sa silhouette dans tous les détails. Les contours des jambes, des hanches. La taille apparaît à travers la matière fine avec une netteté médicale absolue. Vous voyez qu'il n'y a sous la robe aucune ligne superflue, aucune couture de lingerie, juste le corps. Elle reste là remuant nonchalamment un cocktail ou rajustant ses cheveux et continue calmement la conversation. Mais elle voit ce qui arrive à vos yeux. Elle voit comment vous essayez de regarder son visage, mais votre regard glisse traîtreusement vers cette silhouette éclairée par le soleil. Elle vous déshabille par son savoir. Elle sait que vous la voyez à travers au sens littéral et elle en jouit. C'est de l'exhibitionnisme psychologique de la plus haute catégorie. Elle vous fait vous sentir comme un voyeur, regardant par le trou d'une serrure, alors qu'elle a elle-même ouvert la porte devant vous. Cela crée une tension colossale. Vous essayez de rester correct, mais votre cerveau est déjà explosé par cette image. Et enfin, la troisième technique la plus agressive, la plus cinématographique, le jeu avec la jupe. Souvenez-vous de la scène célèbre de Basic Instinct. Bien sûr, dans la vraie vie, la chasseuse agit plus finement. Elle ne le fait pas de manière aussi grotesque, mais le principe est le même. Elle utilise cette technique quand vous êtes assis face à face au restaurant, à une table de négociation dans une zone lounge. La barrière entre vous est minimale. Elle est assise jambe sur jambe. C'est une posture fermée qui semble parler de distance, mais à un moment, elle décide de changer de jambe. Elle le fait lentement. Elle passe une jambe par-dessus l'autre. Et dans le mouvement, la jupe remonte, par hasard, un peu plus qu'il ne faudrait, où la fente de la robe s'ouvre. Pendant une fraction de seconde, littéralement, une seule image, votre regard voit l'intérieur de la cuisse, une peau nue sans rien. Ou une autre variante, elle est simplement assise et commence machinalement à ajuster l'ourlet. Elle passe la main sur la cuisse comme pour lisser un pli, mais en réalité, sa main attire votre attention vers la zone où le tissu est le plus tendu. Elle accentue le focus de votre vision, comme si elle vous indiquait au laser « Regarde ici, regarde comme il n'y a pas de frontières ». À cet instant se produit le pire. Cela ne se produit pas sur la rétine, mais dans votre imagination. La chasseuse entre dans votre crâne et y fait sa loi. Elle ne vous donne qu'une allusion, un flash, un fragment de puzzle, et votre cerveau intoxiqué au testostérone complète instantanément le reste. Il complète l'image jusqu'à la nudité totale. Et c'est à ce moment-là que vous perdez définitivement. Vous cessez de la voir comme une interlocutrice, une partenaire, une personne. Vous cessez d'entendre le sens de ses mots. Le son se coupe, il ne reste que l'image. Vous devenez un guidé, un zombie qui suit l'odeur. Vous êtes prêt à accepter ces conditions. Vous êtes prêt à signer un contrat. Vous êtes prêt à lui acheter tout ce qu'elle voudra pour que ce jeu continue. C'est exactement ce qu'elle voulait. Dès que vous perdez le contrôle, dès que vous commencez à ricaner bêtement, à trébucher sur vos mots, à rougir, ou au contraire, à sombrer dans la vulgarité franche, pour elle, la partie est finie. Elle a eu sa dose de pouvoir. Elle s'est assurée que vous êtes manipulable. Elle a coché une case sur sa liste, un trophée de plus. Et à la même seconde, elle perd tout intérêt pour vous. Vous êtes devenu pour elle un matériau clair, lu ennuyeux. Vous êtes devenu prévisible et la prévisibilité, c'est la mort de l'intérêt de la prédatrice. Alors n'y a-t-il vraiment pas de salut? Sommes-nous, nous les hommes, condamnés à être victimes de ces manipulations chaque fois que nous voyons une belle femme sans lingerie? Non, il existe un moyen de briser ce jeu. Il existe un contre-jeu capable de faire vaciller même la prédatrice la plus expérimentée, la plus cynique. C'est une méthode qui exige des nerfs d'acier, une endurance de sniper
et un contrôle total de vos instincts. Nous appelons cela le piège en 3 étapes. C'est une stratégie qui vous transforme de victime en metteur en scène de la situation. C'est la seule chose qui peut amener la chasseuse à vous respecter et peut-être même à vous craindre. Et maintenant, nous allons analyser la mécanique de cet antidote avec une précision chirurgicale, pas à pas. Prêt? Alors passons au dénouement. Antidote. Piège en 3 étapes. Donc situation critique. Vous avez compris que vous avez en face de vous une chasseuse. Vous venez de voir le flash. Elle a fait sa manœuvre, elle s'est accidentellement penchée pour des clés, elle a croisé la jambe ou elle s'est mise en contre-jour face à la lumière. À cet instant, le temps doit s'arrêter pour vous. Le monde se rétrécit à un point. Maintenant, elle attend votre réaction. Et c'est le moment le plus important de la bataille. Si vous détournez le regard honteux, vous montrerez faiblesse, peur et insécurité face à sa nature féminine. Si vous regardez avidement en bavant, vous montrerez faim et dépendance. Les 2 options mènent à une défaite immédiate. Pour reprendre l'initiative, vous devez marcher sur le fil du rasoir. Il vous faut une stratégie que nous appelons le piège de la conscience. La première étape s'appelle « remarquer et évaluer ». À la seconde où elle vous montre sa nudité, où le tissu ouvre traîtreusement la vue, ne détournez en aucun cas les yeux. C'est le plus difficile, c'est contre-intuitif, mais c'est crucial. Regardez Pram ce qu'elle vous montre. Mais votre regard doit être particulier. Vous devez y couper complètement la luxure. Éteignez le mal. Allumez l'intérêt froid du chercheur, du médecin ou du connaisseur d'art. Imaginez que vous ne regardez pas un corps féminin nu, mais une belle statue antique au musée ou un schéma d'ingénierie complexe. Vous ne voulez pas le manger. Vous ne voulez pas vous l'approprier. Vous l'étudiez. Vous scannez la texture. Vous évaluez l'esthétique. Gardez ce regard stable. Ne clignez pas. Retenez-le 1 à 1,5 secondes de plus que ne l'exigent les convenances sociales. Cette seconde en plus est votre premier coup. Ainsi, vous lui envoyez un signal non-verbal extrêmement puissant « Je vois ton jeu ». Je vois ton corps, mais je n'en ai pas peur. Je ne tremble pas à la vue de ta peau. Je suis assez fort pour regarder cela calmement et avec évaluation. Cela la déstabilise. Elle attendait de la gêne ou un désir agressif et elle a trouvé la froideur d'un professionnel. Deuxième étape, retour à la réalité. Juste après cette pause sans transition, sans changer d'expression, remontez le regard vers ses yeux. Faites-le doucement, mais fermement, et reprenez aussitôt la phrase interrompue exactement là où vous vous étiez arrêté. Comme si rien ne s'était passé, comme si vous veniez de regarder non pas ses cuisses, mais une horloge au mur pour vérifier l'heure. Si vous parliez de cours d'action, continuez sur les cours d'action. Si vous parliez de météo, continuez sur la météo. Le ton de votre voix ne doit pas trembler. La respiration doit rester régulière. Cette manœuvre agit sur la chasseuse comme une douche froide. C'est une dévalorisation de son arme principale. Elle vient d'utiliser sa technique signature. Elle vient d'exposer son atout principal. Et vous l'avez simplement noté et être revenu à la conversation. Vous avez montré que votre intellect, vos pensées et le sujet de la discussion sont plus importants et plus intéressants pour vous que son corps. Vous avez placé sa provocation au second plan. C'est un coup terrible porté à l'orgueil de la prédatrice. Elle a l'habitude d'être le centre de l'univers et vous l'avez reléguée en arrière-plan de vos pensées. Troisième étape, le coup différé. C'est le tir de contrôle qui change la répartition des forces pour toujours. Après être revenu à la conversation, vous devez tenir une pause. Ne vous précipitez pas, donnez-lui du temps. Attendez 5, 10, peut-être 15 minutes. Laissez-la se détendre. Qu'elle pense que sa provocation n'a pas marché, que vous êtes juste tupoï ou que vous n'avez pas remarqué. Qu'elle perde sa vigilance. Continuez à parler de façon neutre, amicale, calme. Et puis à un moment totalement inattendu, quand la conversation touche à quelque chose de détaché l'art, le cinéma, les intérieurs, le vin, vous faites une pause, vous vous taisez, vous la regardez droit dans les yeux, avec un léger, à peine visible sourire, en coin de connaisseur, et vous prononcez la phrase qui ferme le geste. « Katia, tu as un excellent goût, pas seulement en matière de vêtements. » Et faites une micro-pause pour lui faire comprendre ce que vous voulez dire. Et tout de suite, sans lui laisser répondre, sans lui laisser reprendre ses esprits, vous reprenez le sujet principal en détournant la conversation. Qu'avez-vous fait par ce coup final? Vous avez détruit son scénario. À l'étape 1, vous avez montré que vous n'avez pas peur. À l'étape 2, vous avez dévalorisé son attaque.
Et à l'étape 3, vous avez fait comprendre que vous avez tout vu, tout compris, tout évalué, mais que vous n'en avez parlé que lorsque vous l'avez voulu vous. Vous avez repris l'initiative. Vous avez complimenté son goût à son corps. C'est un compliment fin raffiné à son jeu. Vous lui avez dit « Je vois comment tu joues et tu joues bien, mais je vois le terrain entier. » Après cela, elle vous regardera autrement. À ses yeux, vous cesserez d'être une proie. Vous deviendrez un adversaire égal et peut-être même le seul homme dans cette salle qui mérite sa véritable attention. Nouvelle réalité. Bilan. Nous vivons une époque étonnante où les frontières du permis s'effacent et où les normes sociales se réécrivent chaque jour. Les femmes ont cessé de porter de la lingerie. Et c'est un fait avec lequel nous, les hommes, devons apprendre à vivre. C'est la nouvelle réalité de nos rues, de nos bureaux et de nos restaurants. Mais maintenant, quand vous sortirez, après avoir regardé ce contenu, vous regarderez le monde autrement. Vous avez les clés, vous avez la carte du champ de mine. La prochaine fois que vous verrez une silhouette troublante sous une robe fine, vous ne réagirez pas simplement comme une machine biologique. Vous ne devinerez pas, vous analyserez, vous verrez plus profond. Vous verrez la rebelle et passerez votre chemin avec respect pour sa lutte intérieure. Sans lui imposer vos règles, vous verrez l'hédoniste et peut-être partagerez avec elle cet instant de beauté pure et de jouissance de la vie sans le détruire par votre vulgarité. Et surtout, vous reconnaîtrez la chasseuse. Vous rencontrerez son regard de prédatrice avec un sourire calme et sûr de quelqu'un qui connaît les règles du jeu mieux que celui qui les a inventées. Ce savoir vous donne la liberté. La liberté face aux manipulations, la liberté face aux erreurs. La liberté d'être celui qui choisit et non celui qu'on choisit. Et souvenez-vous, la nudité n'est pas toujours un appel au sexe. Parfois, c'est un test de votre intelligence, parfois une vérification de votre endurance. Et maintenant, vous êtes prêt à passer cet examen avec la meilleure note. Et maintenant, j'ai très envie d'entendre votre avis. Laquelle de ces 3 stratégies vous a semblé la plus familière? Êtes-vous déjà tombé dans le piège d'une chasseuse? Ou peut-être avez-vous votre propre méthode unique de contre-attaque qui marche encore mieux? Écrivez votre histoire en commentaire. L'expérience masculine est la plus grande richesse de notre communauté. Et peut-être c'est justement votre commentaire qui aidera quelqu'un à éviter une erreur fatale. Partagez, discutez et à bientôt dans la prochaine analyse. Je vous salue.